Lorsque ma professeure a résumé l'histoire, j'ai tout de suite accroché au sujet. L'auteur raconte une histoire d'amour qu'elle a vécue avec un homme marié. Ça m'a intrigué tout de suite, puisque cette histoire est vraisemblable et arrive à beaucoup de personnes, peut-être proches de moi. J'étais intrigué et je voulais savoir comment est-ce que l'auteur a vécu cette situation. Si c'était difficile pour elle, comment a-t-elle fait pour vivre avec cela et par quelle émotion est-elle passée? Annie Ernaux, auteure de mon roman autofictionnel Passion simple, est une écrivaine française née à Lillebonne en France le 1er septembre 1940. Elle vit son enfance en Normandie, fille de parents commerçants dans leur propre café. Elle a étudié à l'université de Rouen, puis de Bordeaux. Elle devient ensuite professeure, puis agrégée de lettres modernes. Elle publie son premier livre, Les armoires vides, en 1974. Elle obtient son premier prix littéraire en 1984 avec son œuvre La Place. Elle publie le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, Passion simple, en 1992, puis récemment, l'œuvre a été adaptée en version théâtrale. Passion simple, un roman de l'écrivaine française Annie Ernaux, est une autobiographie d'une phase amoureuse de l'artiste vers 1989, alors qu'elle avait environ 49 ans. Passion compliquée et tordue aurait été selon moi un bien meilleur titre, plus représentatif du livre, considérant les émotions et les actions du personnage principal presque tout au long du récit. Au début du livre, Annie parle d'une obsession qu'elle a pour un homme qui du début jusqu'à la fin de l'histoire sera figuré et évoqué sous la lettre A. Peut-être est-ce la première lettre de son nom, mais selon moi, on pourrait interpréter A pour remplacer le mot amant. Car A et Annie ont une relation spéciale. Ils ont des rapports sexuels régulièrement et A est un homme marié. On l'apprend vite dans les premières pages et on peut aussi ressentir l'obsession qu'Annie a envers cet homme, lorsqu'elle révèle ses pensées ou des actions qu'elle faisait en rapport avec A, c'est-à-dire tout ce qu'elle faisait. Annie était prise dans une situation très embarrassante où ses sentiments amoureux brûlaient dans son cœur et qu'elle savait qu'A était marié et qu'elle ne pouvait rien avoir de plus que des rencarts secrets, rapides et peu fréquents pour ne pas éveiller les soupçons de la cocu. Notre chère maîtresse est donc dans un état subconscient où elle ne trouve parfois plus sens à sa vie et qui la pousse à faire des actions qu'elle ne ferait pas habituellement si elle n'avait pas été dans cette situation. On dirait parfois que sa passion prenait le dessus de toutes ses émotions humaines. Par exemple, dans cet extrait tiré de la page 28, je ne sens plus qu'Annie est en contrôle d'elle, de ses pensées, et j'ai trouvé cela effrayant pour elle. Je cite la page 28. Je donnais de l'argent aux hommes et aux femmes assis dans les couloirs du métro en faisant le vœu qu'ils m'appellent le soir au téléphone. Je promettais d'envoyer 200 francs au secours populaire s'ils venaient me voir avant une date que je fixais. Contrairement à ma façon habituelle de vivre, je jetais facilement l'argent par les fenêtres. Cela me semblait faire partie d'une dépense générale nécessaire, inséparable de ma passion pour A, incluant aussi celle du temps que je ne perdais en rêverie, en attente, et naturellement celle du corps, faire l'amour à en tituber de fatigue, comme si c'était la dernière fois. Qu'est-ce qui assure que ce n'est pas la dernière fois? Un après-midi où il était là, j'ai brûlé le tapis du living jusqu'à la trame en posant dessus une cafetière bouillante. Cela m'était indifférent. Même à chaque fois que j'apercevais cette marque, j'étais heureuse en me rappelant cet après-midi avec lui. Les désagréments de la vie quotidienne ne m'irritaient pas. C'est un des nombreux passages qui démontrent que la relation entre elle et son amant est toxique et cela m'a rendu triste pour elle. J'avais envie de continuer le livre pour découvrir comment allait-elle se sortir de cela. Serait-ce une fin positive où les deux se retrouvent heureusement ou une fin triste pour notre personnage principal? J'étais intrigué. L'histoire tourne tout au long autour de cette passion intemporelle et toxique qu'Annie a pour A. Lorsqu'elle n'est pas avec lui, tout ce qu'elle fait n'est qu'attendre son appel pour le prochain rendez-vous. Bien sûr, A ne peut l'appeler que des cabines téléphoniques pour ne pas laisser de traces à sa femme, et il doit sans doute trouver le moment idéal pour que ce soit le plus discret possible, alors Annie doit attendre souvent quelques jours avant son appel. Cela paraît évidemment pour elle une éternité. Elle ne fait que penser à lui. Son obsession change complètement ses habitudes de vie.
Elle évitait toutes les occasions qui pouvaient l'arracher à son obsession, lecture, sorties et toutes les activités dont elle avait le goût avant. Un jour, A repart dans son pays natal, ne donnant aucune nouvelle à sa maîtresse durant 6 mois. Au début, Annie commence alors à faire de l'insomnie et à avoir des idées noires. Ces moments étaient tellement difficiles pour elle, vu l'amour qu'elle éprouvait pour cet homme. Toutes ses pensées et ses actes étaient des reconstitutions du passé, car elle voulait retourner dans le temps où elle était heureuse, et elle voulait se convaincre que si elle reproduisait chaque passage où elle a rencontré A, il y avait des chances qu'ils soient à la même place au même moment de la journée, et qu'ils se croisent de nouveau. Annie dit-elle avoir un dégoût des gens. Elle accepte tout de même, quelques mois après, de participer à un colloque à Copenhague. Il commence à avoir du positif dans les pensées de l'auteur. Elle recommence à écrire sur ce qu'elle a vécu. Elle découvrit même qu'un de ses collègues vivait une situation semblable avec une femme mariée. 2 ans après, Annie allait vraiment mieux. Un jour, elle reçut un appel soudain et inattendu de A. Il revint la voir une fois et repartit 3 jours après en avion en disant « Je t'appellerai ». Mais Annie n'y croyait pas. Finalement, ils ne se reverrèrent jamais, mais Annie avait grandi grâce à cette relation et elle était maintenant assez forte pour laisser la vie aller devant elle et vivre avec cela. L'histoire de cette femme m'a touché et elle a su me faire compatir avec elle, même si au premier regard de cette situation, je la blâmerais car ce n'est pas correct de faire ça à la femme de A. Des pensées qu'elle avait, des choses qu'elle a fait m'ont fait sentir à la place de l'auteur, car dans ses mots, j'étais capable de sentir la douleur et la détresse et en même temps l'amour que cette personne a vécu. Par exemple, à la page 54, quand elle désire passer un test de détection du sida pour savoir si A aurait au moins pu lui laisser ses traces. Elle dit ensuite qu'elle s'est fait jouir et tellement elle pensait fort à cet homme, il lui semblait que c'était sa jouissance à elle. Ce livre m'a mis dans une situation où de base je trouvais mauvaise chaque personne qui trompe ou qui couche avec la personne qui trompe et en même temps je compatise énormément avec la vérité de l'auteur. Ça m'a plu puisque j'aime remettre mes opinions en question et ça me prouve que je devrais connaître avant de juger quiconque. Cette œuvre auto-fictionnelle, tout comme l'énigme du retour, permet selon moi au lecteur de vivre des émotions proches de lui-même grâce aux émotions du personnage. On ne pourrait avoir des explications plus claires face à leur situation, puisque ça vient directement de l'auteur, et ce sont des sentiments réels qu'ils ont vécus et qu'ils nous livrent sous forme de mots. C'est un genre comme un autre, mais je le trouve pertinent car il crée une relation particulière entre le personnage et le lecteur qui peuvent partager les mêmes émotions par moment. C'est un de mes genres littéraires préférés, et c'est certain que je lirai d'autres livres de la sorte.